Salut, je m'appelle Luc, et j'ai vu de mes propres yeux un sergent décoré et son meilleur ingénieur se moquer de mon petit frère de 12 ans alors que le moteur de notre char était en panne. Ils ne se doutaient pas une seconde que la vie de tout notre peloton dépendait de ce gamin. Il y a un silence particulier qui s'installe quand des hommes forts et expérimentés réalisent leur impuissance, un silence lourd, plein de peur et de fierté blessée. C'est dans ce silence que mon frère, Léo, a trouvé sa voie. Vous êtes-vous déjà senti complètement invisible, tout en sachant que vous aviez la réponse que tout le monde cherchait? Avant que je vous raconte comment il a utilisé un simple fil de fer pour redémarrer ce monstre d'acier, dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez et abonnez-vous à la chaîne. Croyez-moi, vous ne voudrez pas rater l'expression du sergent quand le moteur est reparti. Nous étions en 1944, quelque part en France, coincés dans une mer de boue qui semblait vouloir nous avaler tout entier. Notre colonne blindée était à l'arrêt complet, une cible parfaite sous une pluie fine et glaciale. Le char de tête, un mastodonte qu'on avait baptisé Goliath, était mort. Pas une toux, pas un hoquet, juste le silence assourdissant de tonnes d'acier inutiles. Autour de nous, les hommes étaient nerveux, leur regard balayant la ligne d'arbres à l'horizon, s'attendant à chaque seconde à voir le flash d'un tir d'artillerie ennemi. L'odeur de diesel froid et de terre mouillée se mélangeait à une tension si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Chaque minute qui passait nous enfonçait un peu plus dans le désespoir et dans cette boue maudite, transformant notre meilleure arme en notre propre tombeau potentiel. Le sergent Dubois, un homme dur et buriné par des années de combat, était au bord de la crise de nerfs. Il hurlait dans sa radio des rapports de situation de plus en plus sombres, son visage fermé trahissant la panique qu'il tentait de contenir. À côté de lui, l'ingénieur-chef Lefebvre, un homme habituellement si arrogant et sûr de lui, avait le visage couvert de graisse et de défaite. Lui et son équipe avaient tout essayé, suivant scrupuleusement le manuel de réparation comme si c'était une Bible. Mais le Goliath restait silencieux. Leur échec était public, se déroulant sous les yeux de dizaines de soldats dont la survie dépendait de leur expertise. La fierté de Lefebvre s'écoulait dans la boue avec l'huile du moteur, et son mépris pour toute suggestion extérieure grandissait à chaque tentative ratée. Et puis il y avait Léo, mon petit frère, un gamin de 12 ans, maigre, avec de grands yeux calmes, qui avait déjà vu bien trop d'horreur pour son âge. Orphelin de guerre, il s'était accroché à notre unité, et on le tolérait plus par pitié que par véritable affection. Pour la plupart des soldats, il était juste une bouche de plus à nourrir, une ombre silencieuse. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que notre père était horloger. Il n'avait pas appris à Léo la mécanique des tanks, mais le langage des mécanismes, cette intuition subtile qui permet de sentir quand quelque chose ne tourne pas rond. Alors que les ingénieurs transpiraient sur leur manuel, Léo, lui, se tenait à l'écart, immobile, les yeux fixés sur le moteur comme s'il écoutait une conversation que personne d'autre ne pouvait entendre. Il a essayé, bien sûr. Je l'ai vu s'approcher timidement d'un des mécaniciens, un colosse qui peinait avec une énorme clé à molette. Léo a juste pointé un doigt hésitant vers un enchevêtrement de tuyaux et de câbles, près de la prise d'air. Il a murmuré quelque chose, un mot que je n'ai pas entendu. La réaction a été immédiate et brutale. Le soldat l'a repoussé, sans même le regarder, d'un geste sec de la main. « Dégage, le gamin, on n'a pas le temps pour tes jeux. Va jouer plus loin, tu nous gênes. » Léo n'a pas insisté. Il a juste reculé de quelques pas, le visage impassible, mais j'ai vu dans ses yeux cette lueur de frustration. Cette douleur d'être traité comme un idiot, comme un enfant qui ne pouvait rien comprendre au monde sérieux des adultes. La tension est montée d'un cran quand un obus de mortier a explosé à moins de 100 mètres, nous projetant de la boue et de la peur au visage. C'était un tir de réglage. Les prochains seraient pour nous. La panique a commencé à s'infiltrer dans les rangs. C'est à ce moment-là que Lefebvre, dans un accès de rage impuissante, a jeté sa clé dans la boue. « C'est fichu !» a-t-il hurlé au sergent Dubois. « Le bloc moteur est mort, complètement mort. On ne peut rien faire. Il faut abandonner le char. » C'était une condamnation à mort pour la mission, et peut-être pour nous tous. Le désespoir était total. Les experts avaient officiellement baissé les bras. Le silence qui a suivi sa déclaration était encore plus terrifiant que le bruit de l'explosion. C'est alors, dans ce silence de mort, que j'ai vu mon frère bouger. Lentement, presque comme un somnambule. Il s'est détaché du groupe de soldats terrifiés et a commencé à marcher vers le char. Chaque pas dans cette boue collante semblait lui demander un effort surhumain,
Mais il avançait, les yeux fixés sur le moteur ouvert, comme s'il était attiré par un aimant invisible. Les ingénieurs, affalés contre la coque du blindé, l'ont à peine remarqué, trop occupés à maudire leur sort. Une partie de moi voulait crier, lui dire de revenir, de se mettre à l'abri, de ne pas s'exposer davantage au mépris des autres. Mais une autre partie, une toute petite voix au fond de moi, se rappelait de toutes les fois où Léo avait réparé des mécanismes que notre père lui-même croyait perdus. Il a atteint le sergent Dubois, qui se tenait raide comme un piquet, le regard perdu vers les lignes ennemies. Léo n'a pas dit un mot. Il a simplement tiré doucement sur le bas de sa veste trempée. Dubois a baissé les yeux. Son visage dur et fatigué s'est plissé de contrariété en voyant mon frère. « Qu'est-ce que tu veux encore ?» a-t-il grogné, sa voix rauque de tension. « Dégage d'ici, ce n'est pas une cour de récréation. » Son ton n'était même pas méchant, juste infiniment las. Il l'a écarté d'un geste de la main, comme on chasse une mouche. J'ai senti la honte me monter aux joues, une colère impuissante pour mon frère qui se tenait là, si petit face à ce mur d'indifférence et d'autorité brisé. Mais Léo n'a pas bougé. Il a de nouveau tiré sur la veste du sergent, un peu plus fort, cette fois. Quand Dubois s'est retourné, prêt à exploser, Léo a levé les yeux vers lui et a dit une phrase, une seule, d'une voix si calme qu'elle en était presque dérangeante au milieu du chaos latent. Il ne respire pas bien. Ces 4 mots ont flotté dans l'air glacial. Lefebvre, l'ingénieur qui avait entendu, a éclaté d'un rire bref et méprisant. Il ne respire pas? Et puis quoi encore? Tu vas nous dire qu'il a de la fièvre aussi? Fichez-moi ce gamin d'ici avant que je m'énerve pour... Que bon! L'humiliation était totale, publique. Léo était devenu la blague absurde d'une situation désespérée. Le sergent Dubois allait lui ordonner de disparaître pour de bon, mais à cet instant précis, un sifflement strident a déchiré l'air, suivi d'une explosion assourdissante. Un obus venait de tomber à moins de 50 mètres, projetant un geyser de terre et de métal. Un des hommes a crié, touché par un éclat. La panique, qui était jusqu'alors une bête tapie dans l'ombre, a bondi à la gorge de tout le monde. Les tirs se rapprochaient. Ils nous avaient dans leur mire. On entendait des ordres contradictoires fuser, des jurons, la peur à l'état pur. Lefebvre hurlait qu'il fallait évacuer, abandonner le matériel et courir. C'était la fin. Nous allions tous mourir ici, dans ce trou boueux, à côté de notre forteresse d'acier devenue notre cercueil. C'est là que tout a basculé. Au milieu des cris et de la confusion, le sergent Dubois a semblé perdre pied. Son regard balayait la scène, ces hommes blessés, les ingénieurs inutiles, et puis il s'est posé sur Léo. Mon frère n'avait pas bougé d'un centimètre, son regard toujours fixé sur le moteur. Il y avait une telle certitude dans ses yeux, une telle absence de panique, que c'en était surnaturel. Le sergent l'a attrapé par l'épaule, son visage à quelques centimètres du sien, ses yeux injectés de sang brillant d'une lueur folle. Ce n'était plus un chef, c'était un homme aux abois, prêt à tout, et il a hurlé, sa voix, couvrant presque le fracas ambiant. « Très bien, tu crois savoir? Prouve-le. Tu as 2 minutes avant qu'on y passe tous. » Un silence stupéfait est tombé sur les hommes les plus proches. Lefebvre a fait un pas en avant, le visage déformé par l'incrédulité. « Sergent, vous êtes fou. On ne va pas laisser un gamin toucher au moteur. C'est contraire à tous les règlements. C'est de la folie pure. » Mais Dubois l'a foudroyé du regard. Un regard qui disait clairement que les règlements... À cet instant, il s'asseyait dessus. Il n'a pas répondu. Il a juste lâché l'épaule de Léo et a fait un pas en arrière, comme pour lui laisser le champ libre. Toute la scène était surréaliste. Le destin de notre peloton, de cette mission, de nos vies, venait d'être officiellement placé entre les mains d'un orphelin de 12 ans que tout le monde méprisait 5 minutes plus tôt. Léo n'a montré aucune émotion, ni peur, ni fierté. Il a juste hoché la tête une seule fois, un petit mouvement sec et précis. Il s'est tourné vers le compartiment moteur béant, ignorant complètement les regards choqués des soldats et le mépris suintant de Lefebvre et de son équipe. Il a jeté un rapide coup d'œil à l'enchevêtrement de métal et de tuyaux, puis il s'est tourné vers moi. « Luc, » a-t-il dit calmement, « j'ai besoin d'un bout de fil de fer, un fil rigide, et d'une petite clé. » Sa demande était si simple, si dérisoire face à la complexité du problème, que même moi, j'ai senti un doute glacial m'envahir. Mais, en voyant la concentration intense dans son regard, j'ai obéi sans un mot, courant vers ma caisse à outils, le cœur battant à tout rompre. Pendant que je fouillais frénétiquement dans ma caisse à outils, le bruit de la pluie sur le métal du char semblait compter les secondes qu'il nous restait à vivre.
Chaque soldat autour de moi était une statue de boue et de peur, leurs yeux passant du ciel menaçant à moi, puis au petit garçon qui était leur seul et absurde espoir. Je sentais le poids de leur scepticisme, c'était presque aussi lourd que le char lui-même. Un fil de fer et une petite clé, contre une panne qui avait vaincu une équipe d'ingénieurs militaires. La situation était tellement grotesque que j'ai failli éclater d'un rire nerveux, mais le visage de Léo, si calme, si concentré, m'a ancré dans la réalité. Il ne jouait pas, il savait quelque chose, et je devais lui faire confiance, même si personne d'autre ne le faisait. Quand je suis revenu, haletant, les deux objets ridicules, dans ma main tremblante, le silence est devenu encore plus lourd. Lefebvre m'a jeté un regard qui disait « Et voilà les instruments du miracle ». Pathétique. Il n'a rien dit à voix haute, mais son mépris était une insulte criante. Le sergent Dubois, lui, avait le visage fermé, les mâchoires serrées. Il ne regardait ni Léo ni moi, mais la ligne d'arbre d'où viendrait notre mort. Il nous avait donné 2 minutes, mais dans sa tête, il nous avait déjà tous condamnés. J'ai tendu les outils à Léo, évitant le regard des autres. Nos doigts se sont effleurés. Sa main était froide et couverte de boue, mais elle ne tremblait pas. C'est ce détail qui m'a donné une lueur d'espoir insensée. Léo a pris les outils sans un mot. Il n'a pas jeté un seul regard aux hommes qui le jugeaient. Avec une agilité surprenante, il s'est glissé sur le côté du moteur, vers un recoin sombre et étroit, plein de graisse et de tuyaux chauds, un espace où aucun des mécaniciens adultes n'aurait pu passer sans se contorsionner douloureusement. Lefebvre a laissé échapper un petit ricanement. « Il va se cacher? C'est ça son plan ?» a-t-il murmuré à l'un de ses hommes, assez fort pour que je l'entende. La colère a bouilli en moi, une rage impuissante. Je voulais lui hurler de se taire, de montrer un peu de respect, mais je suis resté paralysé. Toute notre énergie, toute notre attention était suspendue à cette petite silhouette qui disparaissait dans les entrailles de la machine. Le temps s'était étiré, devenant une torture. Dehors, il n'y avait que le bruit de la pluie et le sifflement du vent. Et puis un nouveau sifflement, plus aigu, plus proche, un autre obus. Il a explosé plus près cette fois, nous couvrant de terre et de fragments de peur. Un soldat près de moi a commencé à prier à voix basse, ses mots se perdant dans le bruit de son propre cœur battant. De Léo, nous ne voyions plus rien. On n'entendait que de vagues et minuscules cliquetis métalliques, des sons si faibles qu'ils semblaient imaginaires face à la menace de l'artillerie. C'était le bruit d'un horloger au travail, pas d'un mécanicien de char. Chaque seconde qui passait était une seconde de moins à vivre, une seconde de plus pour que le mépris de Lefebvre se justifie. « Il gratte la peinture, c'est ça ?» a encore lâché l'ingénieur, sa voix tremblant cette fois non plus de mépris, mais de pure angoisse. « Sergent, c'est une perte de temps. On va tous mourir pour un caprice. » Dubois ne répondait pas, son corps était tendu comme une corde. J'essayais de me pencher pour voir ce que faisait Léo, mais je ne distinguais qu'une ombre bougeant à peine. Il ne s'attaquait pas aux gros composants que les autres avaient démontés et remontés. Il semblait se concentrer sur un point minuscule, un détail que tout le monde avait jugé insignifiant. C'était sa méthode, celle de notre père. Ne jamais regarder le problème évident, mais chercher la petite chose, la minuscule imperfection qui bloque tout le système. Le sifflement suivant a été le pire. Il n'y a pas eu de distance. Le son a semblé naître juste au-dessus de nos têtes avant que l'explosion ne secoue la terre sous nos pieds, projetant le char sur le côté. Des cris ont fusé. La panique était devenue totale, une bête sauvage lâchée dans nos rangs. « Ça suffit !» a hurlé le sergent Dubois, sa voix brisée par la terreur. « C'est fini, on abandonne le char, tout le monde dehors, replie vers la forêt. Maintenant !» C'était l'ordre final, l'aveu de la défaite. Les hommes ont commencé à bouger, à se relever, leur visage marqué par le soulagement désespéré de pouvoir enfin fuir. L'échec était complet. La blague de Léo était terminée. Mais c'est à cet instant précis, alors que le premier soldat commençait à courir, qu'une petite silhouette couverte de graisse de la tête aux pieds est sortie de la carcasse du moteur. Léo s'est redressé lentement. Il était sale, épuisé, mais ses yeux brillaient d'une lueur intense dans le crépuscule. Il a ignoré les ordres, le chaos, la panique. Il a regardé le sergent Dubois qui le fixait avec des yeux fous et a fait un simple signe de tête. Puis, il a dit un seul mot, un mot qui a traversé le bruit de la peur et de la bataille comme une lame. Maintenant, le monde entier a semblé s'arrêter, suspendu à ce seul mot, à cette promesse insensée faite par un enfant au milieu de l'enfer.
Le mot a flotté dans l'air glacial, plus lourd et plus dense que le brouillard qui nous entourait. Maintenant, personne n'a bougé. Les soldats qui avaient commencé à fuir se sont figés sur place, leurs visages tournés vers mon frère, une lueur d'incrédulité totale dans leurs yeux. Le sergent Dubois le fixait, la bouche entr'ouverte, comme s'il venait d'entendre une langue étrangère. Lefebvre, l'ingénieur, a secoué la tête, un rictus de pitié et de mépris sur le visage. « Maintenant quoi, gamin? Tu veux qu'on te chante une berceuse pendant qu'on se fait massacrer ?» a-t-il sifflé, sa voix tremblante de rage et de peur. Mais son sarcasme n'a eu aucun effet. L'attention de tous était rivée sur le duel silencieux entre le sergent désespéré et l'enfant couvert de cambouis. Le sergent Dubois était un homme piégé entre deux ordres impossibles. Celui logique, de la retraite et de la survie, et celui insensé d'un enfant qui venait de lui faire une promesse absurde. J'ai vu la lutte sur son visage. Ses yeux passaient de la silhouette minuscule de Léo au compartiment du moteur, puis à la ligne d'arbre d'où la mort pouvait surgir à tout instant. Il a passé une main tremblante sur son visage, y laissant une traînée de boue. La responsabilité de toutes ses vies pesait sur ses épaules, et il devait choisir entre la raison qui nous condamnait à l'échec et la folie qui offrait une chance infime, ridicule, de succès. Chaque seconde d'hésitation était une invitation pour un nouvel obus. Il était au bord de la rupture, un chef sans solution, un soldat sans espoir. Lefebvre, l'ingénieur, a finalement explosé. Il a fait un pas en avant et a attrapé le bras du sergent. « Sergent, pour l'amour du ciel, revenez à la raison. C'est une perte de temps fatale. Chaque seconde que nous passons à écouter ce gamin est une seconde de plus où nous sommes des cibles faciles. Donnez l'ordre de repli maintenant. C'est contraire à tous les protocoles, à toute logique. On ne laisse pas un enfant jouer avec un moteur de char en pleine zone de combat. C'est de la démence. » Pur, sa voix était devenue stridente, presque une supplication. Il tirait sur le bras de Dubois, essayant de le ramener à la réalité, de le sortir de cette transe étrange dans laquelle Léo l'avait plongé. Il représentait la voie du règlement, de l'ordre, face au chaos total. Mon propre cœur battait si fort dans ma poitrine que j'avais l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Une partie de moi hurlait de joie et de fierté pour mon frère, pour son courage tranquille. Mais une autre, partie bien plus grande, était paralysée par la terreur. Et si Lefebvre avait raison? Et si Léo s'était trompé? Le poids de l'échec ne retomberait pas seulement sur lui, mais sur nous tous. Je regardais les visages des autres soldats, des hommes endurcis par la guerre, et je voyais dans leurs yeux le même conflit. Ils étaient terrifiés, mais au fond de leur panique, il y avait une étincelle de curiosité morbide. Ils voulaient voir. Ils voulaient savoir si le miracle était possible, même s'ils devaient mourir pour le découvrir. Le sifflement suivant a mis fin à toute discussion. L'obus a atterri si près que le souffle de l'explosion nous a jetés à terre. Le sol a tremblé violemment, et une pluie de terre et de cailloux s'est abattue sur nous. J'ai senti une douleur aiguë dans mon épaule. Un éclat m'avait égratigné. Des cris de douleur ont retenti un peu plus loin. C'en était trop. La proximité de la mort a brisé quelque chose chez le sergent. Il s'est relevé, le visage couvert de boue, les yeux brillants d'une lueur sauvage. La peur avait été remplacée par une sorte de fatalisme enragé. Il n'y avait plus de place pour la logique, plus de temps pour la prudence. Il ne restait que le dernier pari, le tout pour le tout. C'était maintenant ou jamais d'une manière ou d'une autre. Il a repoussé violemment le bras de Lefebvre sans même le regarder. L'ingénieur a trébuché en arrière, le visage stupéfait. Dubois n'a pas non plus regardé Léo. Son regard s'est posé sur le poste de pilotage du char, où le conducteur, un jeune gars nommé Charlier, était recroquevillé se protégeant la tête avec ses bras. La voix du sergent a éclaté, rauque et puissante, couvrant les gémissements des blessés. « Charlier !» a-t-il hurlé. Le jeune soldat a sursauté, levant des yeux terrifiés vers son supérieur. Dubois a pointé un doigt tremblant vers le tableau de bord. « Contact! Mets le contact, bon Dieu! Maintenant !» L'ordre n'était pas une suggestion. C'était un coup de tonnerre. Une libération de toute la tension accumulée. Une abdication finale à la folie. Un silence de cathédrale est tombé sur notre petit coin d'enfer. Tous les bruits de la bataille semblaient s'être tus, absorbés par l'intensité de ce moment. Chaque regard était tourné vers le char. On pouvait presque entendre le bruit du sang qui pulsait aux tempes des hommes. J'ai vu la main de Charlier, tremblante, se déplacer lentement vers le commutateur d'allumage. Il a hésité une fraction de seconde. Son regard
croisant celui du sergent, cherchant une confirmation qu'il n'était pas en train de commettre une erreur fatale. Le sergent a juste hoché la tête, un mouvement sec et définitif. J'ai retenu mon souffle, comme tout le monde. Le monde entier s'est réduit à ce petit geste, à ce contact métallique qui allait soit faire rugir le monstre, soit signer notre arrêt de mort définitif. Charlier a tourné la clé. Le clic métallique a résonné dans le silence comme un coup de feu, un grincement, un tout sautement rauque faible, pathétique. Mon cœur s'est arrêté. J'ai vu le visage de Lefebvre se tordre dans un rictus de triomphe méprisant. Le fameux « je vous l'avais bien dit » gravé sur ses traits. Les soldats autour de nous ont laissé échapper un soupir collectif de déception, un son de défaite finale. Pendant une seule seconde qui a duré une éternité, il a semblé que la folie du sergent et l'audace de mon frère n'avaient fait que retarder l'inévitable, nous offrant une dernière dose d'espoir cruel avant la fin. La main de Charlier était encore crispée sur la clé, comme s'il avait peur de la lâcher, de peur de confirmer l'échec total. Le silence est revenu, plus lourd et plus mortel qu'avant. Puis, quelque chose a changé. Le premier tout-sautement a été suivi d'un second plus fort, plus profond. Un hoquet vibrant qui a secoué le châssis du char, puis un grondement sourd, venu des entrailles de la bête d'acier, a commencé à monter en puissance. Ce n'était plus un bruit de moteur malade, c'était un réveil. Le grondement est devenu un rugissement, un vacarme assourdissant et furieux qui a fait vibrer le sol sous nos pieds et l'air dans nos poumons. Le Goliath était vivant. Son cri de puissance a couvert le sifflement des obus, le bruit de la pluie, les gémissements des blessés. Il a balayé la peur et l'a remplacée par une force brute, une promesse de violence et de survie. C'était le plus beau son que j'ai jamais entendu, le chant de notre résurrection, la musique de l'impossible devenue réalité. Un silence stupéfait a duré une fraction de seconde, puis a été brisé par un cri sauvage. Un seul homme a crié, un mélange de joie et de rage, et soudain, c'était comme si un barrage avait cédé. Des hurlements, des rires, des larmes. Les hommes se tapaient dans le dos, s'étreignaient dans la boue, leurs visages transformés par un soulagement si intense qu'il en était presque douloureux. La tension qui nous avait écrasés pendant des heures s'est évaporée. En un instant, laissant place à une euphorie brute et animale. J'ai vu des vétérans, des hommes qui n'avaient pas pleuré depuis des années, laisser des larmes couler librement sur leurs joues sales, se mêlant à la pluie et à la boue. La mort nous avait frôlés de si près, et ce son, ce rugissement, était la preuve que nous l'avions repoussé. Au milieu de cette explosion de joie, Lefebvre était une statue de sel. Son visage, si plein d'arrogance quelques instants plus tôt, était maintenant vide, complètement vide. Sa mâchoire pendait, ses yeux fixèrent le moteur rugissant, avec une incrédulité totale, comme s'il regardait une apparition divine ou une abomination. Il a fait un pas en arrière, puis un autre, trébuchant presque sur une caisse de munitions. Son univers, fait de manuels, de règlements et de certitudes hiérarchiques, venait de s'effondrer sous ses yeux, détruit par un gamin de 12 ans et un bout de fil de fer. L'humiliation était si profonde, si absolue, qu'elle était presque visible. Une aura sombre autour de lui. Il n'était plus l'ingénieur-chef. Il n'était plus rien. Juste le témoin silencieux de son propre anéantissement professionnel et moral. Le sergent Dubois, lui, ne criait pas. Il ne riait pas. Il se tenait parfaitement immobile, le corps raide, son regard passant du moteur vibrant à la petite silhouette de Léo. La dureté de son visage, buriné par des années de guerre, s'était effacée. À la place, il y avait une expression que je ne lui avais jamais vue, une expression que je n'aurais jamais cru possible sur cet homme, de l'émerveillement, un respect si profond qu'il en était presque religieux. C'était le regard d'un homme qui venait de voir un miracle non pas divin, mais humain, et qui essayait de comprendre comment une telle chose était possible. Il a fait un pas vers mon frère, lentement, comme s'il avait peur de l'effrayer, ses lèvres s'entr'ouvrant pour dire quelque chose, mais aucun son n'en est sorti. Il était sans voix, le chef de guerre réduit au silence par la sagesse d'un enfant. Et Léo? Il est resté là au milieu du chaos et de l'euphorie, avec un calme déconcertant. Il n'a pas souri, n'a pas montré le moindre signe de triomphe. Il a simplement levé une main couverte de graisse et a essuyé son front, son geste lent et délibéré. Il a regardé le moteur, non pas avec fierté, mais avec la satisfaction tranquille d'un artisan qui a bien fait son travail. Ses yeux
ont ensuite trouvé les miens à travers la foule en liesse. Et là, juste pour moi, j'ai vu un minuscule éclat de lumière dans son regard, l'ombre d'un sourire. C'était notre moment, un secret partagé au milieu du bruit et de la fureur. Il n'avait pas besoin des acclamations des autres. Il avait réussi. C'était tout ce qui comptait pour lui. Il avait parlé le langage de la machine et la machine lui avait répondu. Le rugissement du Goliath n'était pas seulement la fin de notre attente, c'était le début de la leur. La stupeur du sergent Dubois n'a duré qu'un instant. Le soldat a repris le dessus sur l'homme émerveillé. Une lueur féroce a remplacé la surprise dans ses yeux. Il a pivoté sur ses talons et sa voix a tonné, plus forte encore que le moteur. « Charlier, en avant! Tourelle, droit devant! Les autres, en position! On va leur rendre la monnaie de leurs pièces! » Les ordres fusaient, clairs, précis, pleins d'une nouvelle énergie vengeresse. La peur s'était transformée en adrénaline pure. Nous n'étions plus des proies piégées dans la boue. Nous étions redevenus des chasseurs. Le Goliath a commencé à avancer, écrasant la boue sous ses chenilles, et nous nous sommes élancés à sa suite, le cœur rempli d'une rage joyeuse. La partie venait de changer. La contre-attaque fut brève et d'une violence inouïe. Le Goliath, libéré de sa prison de boue, était animé d'une fureur mécanique. Il avançait, tirait, écrasant les positions ennemies avec une précision terrifiante. Nous, les soldats, n'étions plus des cibles tremblantes, mais une vague d'assaut pleine de rage. Chaque tir du canon du char était une réponse à la peur que nous avions subie, une vengeance pour chaque obus qui nous avait frôlés. Je courais à ses côtés, le cœur battant non plus de terreur, mais d'une adrénaline sauvage. Le monde était devenu un vacarme de métal et de feu, mais pour la première fois depuis des heures, c'était notre vacarme, le son de notre survie. L'ennemi, pris par surprise par ce réveil soudain, a été balayé en quelques minutes. La mission était accomplie. Quand le silence est retombé, il était différent. Ce n'était plus le silence lourd de la défaite, mais un silence empreint de respect et d'épuisement. Nous nous sommes regroupés près d'une grange à moitié détruite, à l'abri. Les blessés étaient soignés. Les hommes buvaient à leurs gourdes, leurs visages noirs de suie et de boue, mais leurs yeux brillaient. Le Goliath était garé là, son moteur tournant au ralenti, avec un ronronnement régulier et puissant, comme une bête satisfaite. C'est là que j'ai vu le sergent Dubois se diriger vers Léo. Il ne marchait pas comme un supérieur, mais comme un homme allant payer une dette. Il s'est arrêté devant mon frère, qui semblait encore plus petit et plus fragile au milieu de ces géants fatigués par la bataille. Le sergent n'a rien dit au début. Il a juste regardé Léo. Puis, il s'est penché vers le moteur encore chaud du char. Il a fouillé un instant à l'endroit que Léo lui a indiqué du doigt, là où se trouvait la petite soupape. Sa main est ressortie tenant quelque chose de minuscule. Il l'a regardé dans la paume de sa main sale. C'était un petit éclat d'obus, un morceau de métal tordu et insignifiant, la cause de tout notre malheur. Lefebvre, l'ingénieur, observait la scène de loin, le visage fermé, incapable de soutenir le regard de qui que ce soit. Il comprenait. Nous comprenions tous. Le plus grand des problèmes avait été causé par la plus petite des choses, et seul le plus petit d'entre nous avait eu la sagesse de le voir. Dubois s'est relevé et s'est approché de mon frère. Il a essuyé l'éclat de métal sur sa veste comme on polirait une médaille. Puis, devant tous les hommes du peloton, il s'est accroupi pour être à la hauteur de Léo. Il lui a pris la main et y a pressé le morceau de métal froid. « Tu n'as pas seulement réparé un char, mon garçon, » a-t-il dit, sa voix rauque chargée d'une émotion qu'on ne lui connaissait pas. « Tu nous as sauvés, tu nous as tous sauvés. » Personne n'a ri. Personne n'a fait de commentaires. Les soldats, des hommes durs et cyniques, ont simplement hoché la tête en silence. C'était une cérémonie improvisée, plus solennelle et plus sincère que n'importe quelle remise de médaille officielle. L'éclat d'obus était devenu un trophée, le symbole de notre survie. À partir de ce jour, Léo n'a plus jamais été le gamin. Il est devenu le sorcier du moteur, notre talisman. Les hommes lui ont fabriqué une petite caisse à outils sur mesure, remplie de petites clés et de pinces. Il a eu sa place attitrée dans le véhicule de commandement, juste à côté du sergent. Son avis était désormais sollicité pour le moindre bruit suspect, la moindre vibration anormale. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, tout le monde écoutait. Lefebvre, lui, a été muté quelques semaines plus tard. Il n'a jamais plus adressé la parole à Léo, mais je voyais dans son regard un mélange de honte et peut-être d'un respect qu'il n'admettrait jamais. Il était le fantôme de l'arrogance vaincue. Ce jour-là, sur ce champ de boue et d'acier,
Nous avons tous appris une leçon fondamentale. Nous avons appris que la vraie valeur d'une personne ne se mesure ni à sa taille, ni à son âge, ni à son grade. Parfois, la solution aux problèmes qui paralysent tout le monde se trouve dans les mains de la seule personne que l'on a choisi d'ignorer, de mépriser. Léo nous a rappelé que l'intuition et l'observation tranquille sont parfois plus puissantes que tous les manuels et tous les règlements du monde. Cette mémoire, celle d'un enfant silencieux redonnant vie à un monstre de fer, est restée gravée en nous, un rappel permanent que les plus grands héros sont souvent ceux que l'on ne s'attend pas à voir. Nous avons gagné d'autres batailles après ce jour-là, mais aucune n'a jamais eu la même saveur. La réparation du Goliath est devenue une légende au sein de notre unité, une histoire que les nouveaux venus entendaient dès leur arrivée. Ce n'était pas un conte de bravoure classique, avec des tirs héroïques et des sacrifices spectaculaires. C'était l'histoire d'un silence, d'un mépris et d'une vérité qui avait fini par rugir plus fort qu'un moteur de char. Le sergent Dubois a gardé le petit éclat d'obus dans la poche de sa veste jusqu'à la fin de la guerre, le sortant parfois dans les moments de doute, comme pour se rappeler que les solutions les plus puissantes ne viennent pas toujours de là où on les attend. Ce n'était pas seulement une pièce de métal. C'était le souvenir palpable que l'impossible n'est parfois que l'orgueil qui nous empêche de voir. Léo et moi avons survécu à la guerre. Nous sommes rentrés dans un monde qui essayait de se reconstruire, tout comme nous. Mon frère n'a jamais cherché la gloire ni les grandes machines. Il a ouvert un petit atelier d'horlogerie dans une ruelle tranquille de notre ville. Les gens venaient de loin pour lui confier des mécanismes délicats que personne d'autre ne pouvait réparer. Il est resté cet homme silencieux, dont les mains comprenaient un langage que peu de gens pouvaient entendre. Il ne parlait jamais de la guerre, mais parfois, en le regardant travailler, penché sur un minuscule rouage, avec la même concentration intense que ce jour-là dans la boue, je voyais que le petit garçon qui avait fait taire les experts était toujours là. Il n'avait pas eu besoin de crier pour être entendu, il avait simplement eu raison. Cette histoire, je ne vous la raconte pas seulement pour vous parler de la guerre, car ce qui s'est passé ce jour-là, ça se reproduit tous les jours, partout, dans les bureaux, où une bonne idée est ignorée parce qu'elle vient d'un stagiaire, dans les familles, où la sagesse d'un jeune est balayée par l'autorité d'un aîné. Combien de lefèvres arrogants, sûrs de leur diplôme et de leur statut, ont-ils déjà fait taire un Léo? Combien de solutions géniales ont-elles été perdues à cause de l'orgueil? Le moteur du Goliath, ce n'était qu'un tas de ferraille. Le vrai moteur, celui qui a failli nous coûter la vie, c'était la fierté mal placée, cette incapacité à admettre qu'on ne sait pas tout et à écouter celui qui discrètement a la réponse. Peut-être qu'en écoutant cette histoire, vous avez reconnu quelqu'un. Peut-être avez-vous reconnu ce collègue silencieux qui ne dit jamais rien en réunion mais qui a toujours la solution. Peut-être vous êtes-vous reconnu vous-même, dans ces moments où vous saviez, au fond de vous, que vous aviez raison, mais où personne ne voulait vous écouter. Ou peut-être, et c'est le plus difficile à admettre, avez-vous reconnu une part de Lefèvre en vous, ce réflexe de juger quelqu'un sur son apparence, son âge ou son statut, avant même de l'avoir entendu? Cette histoire est un miroir. Elle nous demande qui nous choisissons d'être quand la pression monte, celui qui se moque, celui qui désespère, ou celui qui enfin décide de faire confiance à l'inattendu. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de confiance en soi, quelqu'un qui doute de sa propre valeur parce qu'on ne lui donne jamais sa chance, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Parfois, une histoire est tout ce qu'il faut pour rallumer une flamme. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits sur la façon de trouver sa propre voie, même lorsque le monde entier semble nous dire que nous sommes sur le mauvais chemin. Le courage, ce n'est pas toujours de faire face à l'ennemi avec une arme. Parfois, le plus grand courage, c'est simplement d'oser dire d'une voix calme au milieu du chaos « Je sais comment faire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.